Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Bienvenue à notre émission quotidienne, le débat sur l'actualité. Et nous continuons notre trilogie. C'est la dernière phase aujourd'hui. En première phase, nous avions parlé du parcours politique du président Henri Konan Bédié. En deuxième phase, nous avons parlé du président Alassane Ouattara. Et donc, nous finissons aujourd'hui cette trilogie avec le président Laurent Gbagbo. Bonjour, monsieur Debaï, Sylvain. Bonjour, Théodore. Vous êtes notre invité du jour. Et donc, nous allons parcourir brièvement la vie du leader, l'archétype du politique en Côte d'Ivoire. Il s'agit de monsieur Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo, c'est pour ainsi dire une personnalité politique assez contrastée, autant que M. Alassane Ouattara. Autant il a des partisans résolus, autant il a illimités qui sont aussi résolus. L'homme politique, Laurent Gbagbo, est pratiquement pour ainsi dire sur la scène politique depuis des temps immémoriaux. Il a au moins 50 ans de vie publique. Il a été grand syndicaliste. Après le syndicat, en 90, par l'action concertée avec les autres leaders de l'opposition de l'époque, ils ont arraché le multipartisme en 90, alors que le parti unique, le PDCI, dans toute sa puissance, et fait marquant, il a été le premier, vraiment le seul, à se porter candidat contre le président Houphouët-Boigny. À l'époque, c'était impensable. Et il a eu un score très honorable. À l'époque, je crois que c'est 15%. 18%. Et on pourrait dire que c'est à partir de là que la carrière publique du président Gbagbo s'est déclenchée. Après bien des péripéties, il a été président de la République. Il a connu une longue traversée du désert qui l'a amené à la CPI. Il est revenu pour reprendre, pour ainsi dire, la politique là où il a laissé. Et comme une boutade, le président Laurent Gbagbo, il dit que la politique est un métier. C'est-à-dire qu'on s'y engage et on le fait franchement. Monsieur Dibaï, selon vous, quelles ont été les forces et les faiblesses du président Laurent Gbagbo dans son parcours politique? Merci Théodore. Pour parler de Laurent Gbagbo, il faut peut-être se référer au contexte même de sa naissance, parce que la naissance et notre jeunesse nous influence toujours dans nos, la naissance dans nos choix. Du président Laurent Gbagbo. De Laurent Gbagbo. Ah d'accord, ok. 1945. Oui. La fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mai 1945, très bien. Donc vous voyez le contexte. Le monde était presque à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il naît en 1945, où celui à qui il va s'opposer plus tard, Félix Houphouët-Boigny, est déjà député de Côte d'Ivoire. Oui. Député de Côte d'Ivoire. Vous comprendrez que c'est le parcours de cet homme-là est influencé par le contexte même de sa naissance et de sa jeunesse. Et donc, nous arrivons... Il naît dans une Côte d'Ivoire qui n'est pas encore indépendante. Oui. Et nous arrivons en 1960, où la Côte d'Ivoire prend son indépendance. Il était alors un adolescent. Il était un adolescent. Et il faut aussi rappeler qu'il est fils de policier. Oui. Né d'une famille où le père était un sergent de police. Il naît également dans une famille d'une grande fratrie, hein, plusieurs frères, sœurs,
c'est le prototype de la famille africaine. Oui. Dans l'emprisonnement de son père. L'emprisonnement de son père, les injustices de la colonisation. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va évoluer, que le jeune adolescent va devenir lycéen et plus tard universitaire, étudiant. Il se trouve que, il y a même un fait, quand il est enseignant au lycée classique d'Abidjan, l'un des faits qui attire tout de suite l'attention sur l'opposant en puissance, c'est cette histoire qu'on raconte. L'incident avec la fille de l'ambassadeur. L'incident que Houphouët-Boigny n'a pas du tout digéré. Oui. Vous voyez, avec la fille de l'ambassadeur d'Israël. Et donc, Laurent Gbagbo, il avait donc pour lui sa fougue. C'est quelqu'un qui s'était démarqué dans son milieu très tôt. Oui. D'abord, au niveau, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'il est syndicaliste. Donc au niveau même du syndicat des enseignants, du secondaire, puisque c'est pas là qu'il a fourbi ses armes. Oui. Et plus tard... auprès de grands noms comme Pierre Kipré, comme... voilà. Et Simone Gbagbo, qu'il rencontre également à l'université. Il va plus tard son épouse, les Zadi Zaourou, Francis Vaudier, etc. Donc dans le milieu universitaire maintenant. Dans les années 1960, avant que, dans un élan de cohésion, Houphouët est appelé au parti unique. C'est carrément un parti unifié. Unifié, voilà, le PDCI-RDA, et qui va ainsi évoluer jusqu'à 1990, où le parti unifié devenu unique va marquer ses limites, voilà, ses limites, et finalement Houphouët qui cède au multipartisme sous la pression bien entendu de ce qu'on appelait la conférence de la Baule, etc. Cette ébullition qui n'était pas seulement en Côte d'Ivoire avec l'ère des conférences nationales et tout. La chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin. Donc vous avez tout ce contexte historique. Mais bon, pour nos téléspectateurs, marquer ces étapes-là, citer quelques exemples d'étapes ayant marqué ce parcours plus ou moins chaotique. Tout à fait. D'abord, 1990, les opposants qui arrivent sur l'échiquier avec plusieurs partis déjà, l'USD de Zadi Zaourou, le PIT de Francis Vaudier, Bamba Mori Ferreira, le MDS, tous ces partis se réclament de la gauche, bien évidemment. Oui. Et le FPI également, qui est le plus grand d'entre eux, se réclame également de la gauche. Et donc, ont décidé d'unir leurs forces pour pouvoir mieux structurer la lutte et combattre Houphouët afin de parvenir rapidement à changer la Côte d'Ivoire. Il faut combattre Gbagbo parce que devenir leader dans ces conditions-là, c'est pas tout de suite chose aisée. Il a prêté le flanc aussi. Oui, mais bien sûr. Il disait à l'époque qu'il n'appartient pas au fleuve de couler vers les ruisseaux. Tout à fait. C'est les ruisseaux plutôt qui vont vers les fleuves et les fleuves à la mer. Voilà, c'est cette image-là. Et donc il y a eu cette période. Pour dire que quand on franchit cette étape et que qu'on arrive à 1993, où il faut être très affaibli par la maladie et donc par la mobilisation de la rue et tout, décède. Houphouët décède, mais entre-temps, comme il avait pris le soin d'arranger sa succession, Henri Konan Bédié arrive au pouvoir. Ben, on a tous vécu ici que ce n'était pas chose aisée. Il fallait céder peut-être des opposants pour pouvoir s'imposer à Alassane Ouattara, qui lui aussi convoitait le poste. Et vous avez vu ce qui s'est passé le 7 décembre 1993 à la mort d'Houphouët. Laurent Gbagbo racontait un jour que les deux protagonistes l'ont appelé, y compris Philippe Grégoire Yassé, parce que chacun voulait l'avoir avec lui. C'est un scoop. Personne n'a encore cette information. Pour pouvoir, il a dit qu'il était à un meeting à Tanda, quand Bogadoudou est venu lui dire que Houphouët est en train de mourir, inutile de poursuivre le meeting. Rentrons à Abidjan.
Et donc, avant même qu'il ne rentre à Abidjan, il reçoit d'abord un émissaire d'Alassane Ouattara. Ensuite, il est joint par Henri Konan Bédié, et puis après, Philippe Grégoire Yassé. C'est la première fois qu'il rencontrait Philippe Yassé en tête à tête. Il fut alors un véritable faiseur de roi. Oui, un faiseur de roi, parce que chacun voulait l'avoir. Les Ivoiriens ne le savent pas. Non, ils ne le savent pas beaucoup. Mais c'était ça, Laurent Gbagbo. Parce qu'entre-temps, il faut savoir qu'il avait quand même, avec son parti, soutenu le mode de succession que Houphouët avait donc laissé en héritage, c'est-à-dire l'article 11 de la Constitution de l'époque, qu'il a voulu faire, en tout cas appliquer, en tout cas avec son parti. Donc c'est cela. Oui. Et ça préfigure la crise qui va venir après, parce que Gbagbo ayant favorisé Bédié pour prendre la place d'Houphouët qui était parti, ne pouvait pas forcément s'accommoder avec Alassane Ouattara qui voulait tout de suite être aux affaires. Donc c'est là aussi peut-être une force, parce qu'il a voulu que la loi s'applique. C'est ça. Voilà. Il s'est montré légaliste. Il s'est montré légaliste. Et cela a continué tout au long de son parcours. Il s'est même, dans ce parcours, séparé de certains de ses camarades de lutte qui ne comprenaient pas sa ligne. Un homme comme Dakouri Tablé, aujourd'hui on connaît son positionnement, il s'est séparé de Gbagbo parce que lui, il avait une autre approche, il n'était pas celle de Gbagbo. Gbagbo, dans sa lutte, n'a jamais voulu privilégier, et il le dit, les armes comme mode d'accession au pouvoir. Quand bien même avec Houphouët agonisant, certains pensaient qu'il fallait le renverser par un coup d'État, Gbagbo n'a jamais eu cette intention-là. En tout cas, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas moi qui l'affirme, c'est ce qu'il dit tout au long de son parcours. Mais plus tard, une autre étape, c'est cette alliance. C'est cette alliance avec le Front républicain qui est devenu en 1995 le Front républicain. Parce que, évidemment, Houphouët n'étant plus là, comment faire pour accéder au pouvoir? Bédié et le PDCI sont encore puissants. Et ils arrivent au pouvoir. Comment faire sauter, comment contourner Bédié pour pouvoir arriver au pouvoir? Il fallait donc que les forces de l'opposition s'unissent. Mais je pense bien que c'était là aussi une faiblesse, parce que Gbagbo, qu'on connaît socialiste, beaucoup n'ont pas compris comment il pouvait s'allier avec Alassane Ouattara, avec le RDR, qui était un parti de droite. Voilà. Qui est un libéral convaincu. Qui est un libéral. Mais ça, c'est l'une des plaies de la politique ivoirienne aussi. Ça, on ne le dit jamais assez. Mais c'est ça. Tous ceux qui n'ont pas la même idéologie sont incompatibles, parce que quand ils se mettent ensemble, ce n'est pas. À la fin, ça devient compliqué à la fin. Et on l'a vu le Front républicain, à un moment donné, les objectifs n'étaient plus les mêmes. Et Laurent Gbagbo, avec le coup d'État de 1999, voyant le pouvoir venir, a tout de suite tout fait pour se séparer d'Alassane Ouattara. Parce qu'il voyait qu'après Gueye, si Gueye acceptait d'aller aux élections, c'était lui. Donc ça aussi, mais je pense que c'est une alliance qui ne tisserait pas, en tout cas aujourd'hui. Bon. Ça doit être l'un des regrets, hein, quand même. C'est ce que je veux dire. Il ne l'exprime pas alors? Non, il ne l'exprime pas, mais à un moment donné, vous savez qu'il avait eu cette interview, qu'il avait été naïf, dans la gestion de la rébellion. Donc, quand on quitte cette étape de 1995, l'échec du Front républicain, on arrive à 1999 avec le coup d'État des jeunes mutins, l'épopée du général Gueye, et enfin l'élection de 2000. Ensuite les élections de 2010. Mais 2000 préfigurait déjà 2010, parce que toutes ces forces, Laurent Gbagbo, tous ceux qui ne voyaient pas, en tout cas sur leur tablette, Laurent Gbagbo au pouvoir, vont finir par se coaliser pour venir contre lui, aussi bien politiquement que militairement. Et on arrive en 2010, c'était l'hécatombe avec cette élection chaotique et tout. L'autre faiblesse, l'une des faiblesses qu'on pourrait peut-être reprocher à Laurent Gbagbo, c'est de n'avoir pas misé sur les alliances extérieures. Pas qu'il n'en avait pas, mais il ne les a pas beaucoup exploitées. Est-ce que Gbagbo opposant n'était pas plus pugnace et plus, mettons, plus
il y avait plus de clairvoyance que Gbagbo, chef d'État. Oui, mais le coup d'État qui intervient, alors que ce coup s'est préparé pratiquement sur une dizaine d'années. Tout à fait. Et un coup d'État qui n'a pas pu contrer, ça montre aussi l'une de ses faiblesses, vous ne trouvez pas? Oui, bien sûr, c'est une faiblesse, mais en même temps, le Gbagbo président avait quand même, dans ses débuts, toutes ses idées en place. Il avait toutes ses idées en place, mais la Côte d'Ivoire sortait d'une situation chaotique, oui, qu'il fallait gérer et apporter des réponses rapides. Alors, ses adversaires ont exploité ces failles-là parce qu'ils savaient très bien que apporter des réponses rapides à tous ces problèmes, ça ne pouvait pas se faire du jour au lendemain. Il fallait beaucoup de ressources, il fallait beaucoup d'alliés, il fallait faire de la diplomatie, il fallait faire de la communication. Ça n'a pas été aisé pour lui. C'est tout cet entrain-là qui a été vraiment, qui a périclité avec les attaques. Ensuite, voilà. Globalement, qu'est-ce qu'on retient de Gbagbo? Et vous répondez à la question, oui, et vous y ajoutez la conclusion. Non, Laurent Gbagbo, on retient de lui un combattant, oui, l'âme d'un combattant, quelqu'un qui avait des idées fortes à la fois sur la démocratie et le développement. C'est un homme qui voulait vraiment transformer la société ivoirienne, mais que le contexte et tout ce qui prévalait, quand on voit la crise et tout, n'ont pas pu permettre à cet homme-là de s'exprimer comme il aurait voulu. Voilà, il revient de La Haye, il veut rebondir, mais sa plus grande faiblesse aujourd'hui, il n'a plus ses 45 ans. Oui. C'est un homme qui est diminué, qui a pris de l'âge. Ce n'est pas marqué par les épreuves. Marqué par les épreuves. Ce n'est pas à cet âge qu'on peut courir jusqu'à Korogo, qu'on peut courir jusqu'à Bundiali, oui, aller à la conquête de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la fin d'une époque et c'est une autre qui commence. Mais l'homme vit encore. Il vit encore, il est capable de relancer sa machine, parce que c'est cela qu'il devra laisser en héritage. Il a un parti politique, il a des idées, et aujourd'hui, c'est de tout faire pour lui, pour que ces idées-là lui survivent, parce qu'après tout, pour un homme politique, c'est ce qu'il laisse comme trace. Et lui-même, il avait bien dit, quand un homme marche, il doit laisser des traces. Je crois que Laurent Gbagbo est aujourd'hui dans la construction de ces traces, il est en train de laisser ses marques malgré l'humiliation. Et c'est un homme, je dirais, assez atypique parce que ne renaît pas en politique qui veut. Laurent Gbagbo, avec les épreuves qu'il a subies, l'opinion, une certaine opinion l'avait carrément banni du paysage. L'avait déjà enterré. L'avait déjà enterré, mais comme un phénix, le voici, il renaît de ses cendres. Est-ce qu'il va être candidat en 2025? Moi, je pense que la décision lui appartient, mais pour ce que je sais, il a déjà fait ses preuves. Il a déjà fait ses preuves. Et même si il n'était plus président, on parlerait toujours de Laurent Gbagbo. Certains parleront de lui en mal, d'autres parleront de lui en bien, mais ce qui est sûr, c'est un homme quand même qui a apporté quelque chose à Côte d'Ivoire. Voilà, si aujourd'hui on a la pluralité, si aujourd'hui on a les urnes transparentes, si aujourd'hui on a la CEI, et tout ça, la commission électorale indépendante, même si ce n'est pas celle qu'il avait souhaité, celle de crise qu'on a adoptée, si elle continue de marcher, mais au moins il avait voulu une structure indépendante pour organiser les élections à la place de l'administration, comme cela se faisait par le passé. C'est donc un homme qui a marqué son temps et qui peut encore apporter maintenant à l'Afrique avec son expérience d'homme d'État, son expérience d'opposant et son expérience d'homme politique. Voilà ce que je peux dire de Laurent Gbagbo. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro demain.